de la commission défense du CLT, honorable Salah Maïga de la commission culture et éducation du CLT, monsieur Fouzeni Maïga du Centre national de la production cinématographique, représentant monsieur le ministre de la Culture, monsieur Ahmed Salif Kamara, traditionnaliste, monsieur Doganama Teketier, journaliste et écrivain, traditionnaliste également, monsieur Kamara, président des bâtisseurs, monsieur Hassan Sey, magistrat, juriste spécialisé dans les questions des droits d'auteur, monsieur Djibril Diallo, président de l'APVRM, Mali Doukolo Nafa, mesdames, messieurs, honorables invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette projection, la première du film documentaire intitulé Les réparations, la dette coloniale, un film du Sénégalais Ibrahima Sow, produit par la maison de production Réveil d'Afrique. Mesdames, Messieurs, pour rappel, l'Union africaine a décrété 2025 comme étant l'année des réparations des crimes commis durant la période coloniale. C'est dans ce contexte-là que Yuri Communication, fidèle à ses engagements citoyens, a organisé 3 débats sur la thématique de l'exploitation de l'homme noir par le système colonial, mais aussi la thématique concernant les demandes de réparation. Nous avons fait 3 débats grand public télévisés et il y a un mois, jour pour jour, nous avions organisé une table ronde sur la thématique. Et aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit s'inscrit directement dans la même suite du programme de Yuri Communication qui est de célébrer cette année, la véritable année de l'Afrique, nous pouvons le dire ainsi, parce que demander réparation pour ces crimes coloniaux est un devoir citoyen pour tout Africain, pour tout Malien. Donc nous vous invitons donc ce soir, mesdames, messieurs, à bien suivre ce documentaire d'une trentaine de minutes et après la diffusion, nous allons donner la parole à nos officiels pour un mot et pour chacun. Le programme est très geste, très facile, il commence et puis il finit aussitôt. Donc merci une fois de plus à toutes et à tous et nous vous souhaitons d'agréables moments à notre compagnie. Merci beaucoup. Ok, le film que... Des siècles de tir, de violence et d'asservissement ont arraché à l'Afrique ses richesses et sa force publique, laissant dans notre cinéma un continent maritime et un futur multiple. Aujourd'hui, alors que le monde de justice est qualifié de responsabilité historique, la question des réparations aux pays africains devient non seulement un impératif moral, mais aussi une étape nécessaire pour réparer des injustices séculaires. Les puissances coloniales, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne et d'autres ont tiré des profits colossaux des terres africaines pendant des décennies, laissant derrière des économies ruinées, des frontières artificielles, des conflits ethniques et la pauvreté. Cette reconnaissance financière et morale, si attendue, stagne aux portes des instances décisives. Ce film plonge au cœur des archives historiques, des crimes coloniaux méthodiquement documentés et de la quête obstinée de l'Afrique de l'Ouest pour arracher justice et histoire. Les crimes les plus notoires des colonisateurs. Le continent africain, pauvre, unique, riche en ressources naturelles, est confronté depuis le XVIe siècle à une calamité sans précédent. Les puissances européennes, comme un fléau, comme une maladie à laquelle on ne peut échapper, ont commencé à s'emparer des territoires du continent pour en faire leur colonie. Les peuples africains ont enduré des violences systématiques que les archives coloniales révèlent dans toute leur horreur méthodique. Esclavage, torture, génocide économique, tandis que l'Europe
s'éclairait de ses lumières, elle plongeait l'Afrique dans les ténèbres d'une exploitation industrielle. Ils ont procédé d'abord par la force des armes. Ils sont venus s'imposer à nous par les armes. Et ce combat n'a pas été un combat de tout repos. Nos ancêtres ont résisté. Par exemple, si je prends le cas du Mali, pendant 42 ans, nos ancêtres n'ont pas baissé le bras. Ils avaient les armes à main pour résister contre l'invasion coloniale militaire française. Mais cela a vécu. Le XVIIe et le XVIIIe siècle ont marqué l'apogée du commerce colonial européen. Un système qui a déporté plus de 18 millions d'Africains en 400 ans, sans compter les millions d'autres morts durant les traversées infernales. La principale motivation des puissances colonisatrices est la satisfaction des besoins de leurs industries en matière première. Mais bien avant ça, nous considérons que la traite transatlantique a participé à l'accumulation punitive du capital, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin et comme moyen aujourd'hui de développement de leur pays, a pris appui, a commencé par le travail des esclaves noirs. Après avoir décimé les Indiens d'Amérique, ils ont eu besoin de la main-d'œuvre et des esclaves. Et Dieu sait que l'Amérique actuelle, pour sa création de richesse, et même l'Europe, pour l'accumulation primitive du capital, l'Europe a utilisé même pour cette traite négrière. Tout le capital nécessaire pour la révolution industrielle de l'Europe, l'Europe les a accumulés à travers le commerce triangulaire. Eux, ils ont un passé colonial, et on peut dire que la source et l'origine même de la richesse actuelle contemporaine de leur peuple vient de cette exploitation pluricentenaire pendant plus de 4 siècles, à travers la traite négrière, à travers la colonisation. Les Portugais sont restés ici jusqu'en 1934 pour piller nos pays. Alors ce piège-là, nous, on a besoin de réparation. En 1884, dans les salons feutrés de Berlin, des hommes en costume ont découpé l'Afrique à coups de crayon et de règles, sans consulter un seul Africain, sans respecter les familles, les cultures et le peuple. Un continent entier redessiné comme le 5 tableaux noirs par des puissances coloniales à vide de territoire. En Afrique, ils ont vu les énormes potentialités dont ce continent regorgeait. Alors, pour arriver à mettre la main, à avoir une mainmise sur le continent européen, ils se sont retrouvés de novembre 1884 à février 1885 à Berlin, donc au cours d'une conférence où ils ont procédé au partage de l'Afrique entre ces puissances-là. Donc, c'est pour ces raisons économiques qu'ils en sont arrivés là. Au fil du temps, les possessions coloniales de la France sont devenues les plus importantes en termes de territoire, ayant bâti son économie et son industrie florissante sur les richesses du continent africain. Paris se sentait en totale impunité. Pendant 3 siècles, la France contrôle 35% de l'Afrique, transformant le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire en centre névralgique de la traite négrière. Les pires atrocités se concentrent sur la Côte de l'Or, actuelle Ghana, et la Côte des esclaves, Togo, Bénin, Nigeria, où des villages entiers disparaissent dans les cales des navires. Le delta du Niger, les côtes libériennes et angolaises se vident petit à petit de leur population. Une entreprise coloniale qui, compte ses profits, en vie brisée. Le colonialisme belge au Congo a atteint une brutalité monstrueuse. Dans l'État libre du Congo, les normes de production du caoutchouc étaient maintenues par la terreur. Les travailleurs étaient fusillés s'ils ne respectaient pas le plan. Pour économiser des munitions, les colonisateurs exigeaient que les mains coupées des personnes exécutées soient présentées comme preuve. Une pratique monstrueuse voit le jour. Les punitions coupent en masse des mains des habitants, les transforment en une sorte de monnaie d'échange. Au fil du temps, la violence a atteint un nouveau degré. Pour ne pas réduire la productivité des travailleurs masculins, les bourreaux ont commencé à mutiler leurs enfants et leurs femmes. Ce système a transformé le Congo en un gigantesque camp de concentration où la vie des Africains ne valait presque rien. L'efficacité de ce système était stupéfiante. La production de caoutchouc est passée en 10 ans de 80 tonnes en 1891 à près de 6 000 tonnes en 1901. Les bénéfices étaient de 500%.
La production de caoutchouc au Congo a atteint son apogée en 1901 et 1903. C'est à cette époque que l'on a commencé à mesurer les mets en panier. Les méthodes inhumaines des Belges ont entraîné une famine et une réduction drastique du taux de natalité. La population est divisée par 2. Néanmoins, la mort de la moitié de la population du Congo permet à la Belgique de connaître un essor industriel. L'une des illustrations la plus terrible, c'est le sort réservé à nos frères du Congo par la Belgique. Il a fallu, comme on dit, mutiler les travailleurs pour augmenter le rendement, la rentabilité de l'exploitation du caoutchouc. Histoire de la colonisation, la véritable histoire de l'esclavage. Il faudrait qu'il y ait une anthologie dans laquelle on enseigne comment est-ce que les Français, par exemple, ont réprimé les Camerounais pendant la lutte d'indépendance qui était menée par l'UPC au Cameroun. Il faudrait qu'on sache exactement ce que les Allemands ont fait avec les Nama et les Herero en Namibie. Il faudrait qu'on sache ce que les Belges ont fait, le roi King Léopold II, le roi Léopold II a fait dans les massacres au Congo. Il faudrait qu'il y ait une anthologie pour connaître. Les colonisateurs pillent les richesses naturelles du continent. Dans le même temps, les tentatives de rébellion et de révolte sont brutalement réprimées. Dans la lutte pour l'indépendance, plus de 2 millions d'habitants de l'Afrique sont morts. Au cours de la Première Guerre mondiale, jusqu'à 71 000 Africains, mis sous les drapeaux par l'armée française, sont morts. Ils étaient des esclaves, comme j'ai dit, qui travaillaient dans les champs de culture de rente que sont le coton, le café, l'éveillard et beaucoup d'autres choses. Donc c'était la souffrance. Ils travaillaient sous la chicotte. Ils n'étaient pas payés. On leur donnait à manger une fois par jour. Et ils travaillaient 12 heures à 14 heures par jour. Et donc, jusqu'en 1928, il y a des Oubambiens qui n'étaient pas d'accord avec cela. Et ils ont essayé de combattre les Français, les colons français. C'était la première résistance. Et donc, ils ont combattu les colons jusqu'en 1931, où les colons ont amené des renforts vers d'autres colonies comme le Gabon, le Tchad et le Congo, avec des armes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'attitude de la France à l'égard de l'exploitation des Africains n'a pas changé. Le massacre de Tiaroy, près de Dakar, en est un exemple frappant. Des soldats africains revenus du front après avoir combattu pour la France ont refusé de quitter le camp sans solde. Les officiers français étaient furieux que les tirailleurs sénégalais aient osé revendiquer leurs droits. Le matin du 1er décembre 1944, l'armée française ouvre le feu avec des armes automatiques sur les soldats de Tiaroy. Aujourd'hui, plus de 80 ans après cette terrible tragédie, les autorités sénégalaises, qui se débarrassent de plus en plus de l'influence de l'ancienne métropole, ont organisé des fouilles officielles afin d'établir les détails du drame et le nombre réel de victimes. Les résultats de l'enquête pourraient servir de base pour demander des comptes aux responsables et leur faire payer les crimes du passé. Effectivement, le gouvernement du Sénégal est en train d'organiser des fouilles archéologiques au niveau du cimetière militaire du camp de Diallo. Ces fouilles archéologiques ont commencé à donner quelques résultats. Mais ces fouilles pourront surtout nous permettre de savoir le nombre de morts, le nombre de soldats assassinés à Diallo. Parce que les gens parlent de 30, mais d'autres parlent de 350. Et c'est surtout ces données que les fouilles devront nous permettre de connaître. Autre chose aussi, à travers le nombre de squelettes, les gens pourront savoir environ combien de soldats ont été tués. Quand les Sénégalais maintenant auront un dossier complet sur le nombre de soldats qui ont été tués, comment ces soldats ont été tués, avec l'ADN de ces soldats, le Sénégal pourra constituer un dossier complet
pour demander une réparation au niveau de la France. Rétablissement de la justice. Les réparations sont des compensations pour les dommages causés par des guerres ou des crimes. Par exemple, l'Allemagne a versé des réparations à Israël et aux communautés juives pour l'Holocauste. Mais pourquoi l'Europe reste-t-elle silencieuse sur ces crimes en Afrique? La colonisation, la traite des esclaves sont-elles moins horribles? L'exemple d'Haïti est particulièrement parlant. Après l'indépendance, la France a contraint le pays à payer 150 millions de francs or, des dizaines de milliards d'euros. Haïti a emprunté aux banques françaises et n'a remboursé la dette en 1952, après avoir payé 2 fois plus. Et si on fait le calcul de toute la masse de cet argent que la France a pris en Centrafrique et dans les autres colonies françaises, qui sont par exemple le Tchad, le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, et j'en passe. C'est ce montant vers l'an 2000, c'était l'équivalent de 500 milliards de dollars. C'est notre argent qui a fait vivre la France. Et dans les autres pays où il y a du pétrole, les pays de la colonie française, et c'est avec ce pétrole-là que la France s'est enrichie, qui a construit ces grands immeubles modernes aujourd'hui, et qui sont à côté des autres immeubles du temps de Napoléon. Mais ce qui est moderne, c'est avec la richesse de nos pays, avec nos ressources. Parce que la France n'a même pas 1 gramme de pétrole. Ils n'ont pas 1 gramme de pétrole dans leur pays. Tout le pétrole qu'ils font raffiner chez eux, ça vient des pays de la colonie. Et donc, la France est responsable de la pauvreté de la République centrafricaine, qui est un pays qui est assis sur une richesse naturelle et souterraine qui est incommensurable. Notre pays est très riche, mais la population, nous sommes pauvres. Nous vivons dans la misère. Et je pense que le temps viendra où le gouvernement de notre pays, l'Assemblée nationale et toute la population doit s'unir comme un seul homme et demander à la France la réparation. Aujourd'hui, la concrétisation du concept de réparation ne fait que s'accélérer en Afrique. Les nations du continent se renforcent moralement et financièrement, et aujourd'hui, elles sont capables de dialoguer d'égal à égal pour réclamer justice. Et donc, pourquoi on parlerait de réparation? C'est assez évident. L'Afrique a connu plusieurs systèmes d'exploitation, l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, le néocolonialisme et le néolibéralisme. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays africain et qui a connu donc tous ces systèmes, ou qui connaît tous ces systèmes, il est tout à fait normal que quand les Africains, les peuples de descendance africaine parlent d'une même voix par rapport à la réparation, il est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire, qui est un pays africain, elle aussi revendique son droit à la réparation. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et quand il y a des torts, il faut les réparer. Cela fait partie de la justice immanente et puis de la justice divine et de la justice des hommes. En 2023, l'Union africaine a adopté une résolution demandant justice pour les victimes de la traite transatlantique des esclaves. En outre, l'UA s'est jointe à la communauté des Caraïbes, CARICOM, pour défendre conjointement le droit à la réparation. En 2025, le concept de réparation pour l'Afrique a pris une forme encore plus concrète lorsque l'Union africaine a choisi comme thème de l'année justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Que la colonisation fut un tort pour nous, pour nos pays, pour nos peuples. Nous avons le devoir, même pas le droit seulement, mais le devoir d'exiger la réparation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, plus particulièrement, et dans l'AES de façon générale, nous parlons de souveraineté, nous parlons d'indépendance réelle. Et cette souveraineté et cette indépendance réelle doivent nous faire comprendre que
colonisation a été le plus grand, ou l'un des grands maux que nos peuples, nos pays ont eu à vivre. Après la traite négrière, bien sûr. Donc, en ce moment-là, il y a et les mêmes qui ont fait la traite négrière, ce sont eux qui ont fait la colonisation. Donc, d'une pierre deux coups, nous pouvons faire réclamer à ces pays-là, n'est-ce pas, à ces États-là, une réparation à la mesure de ce du préjudice que nous avons subi pendant des siècles pour certains pays, pendant plusieurs décennies pour d'autres. Donc la question des réparations, on ne peut pas en faire l'économie. On y arrivera de façon brutale un jour ou l'autre, mais c'est une revendication que nous devons poser sur la table. Dans les négociations, il faut négocier, mais ce qui ne doit pas être, ce qui n'est pas négociable, c'est le paiement de ces réparations-là. Ce thème était très pertinent car les blessures du passé infligées par les colonisateurs n'ont pas complètement cicatrisé. Cette situation s'est aggravée par le fait que les pays comme la France, le Royaume-Uni, continuent de dominer les économies de leurs anciennes colonies. Après les indépendances, les pays africains n'étaient ni moralement ni économiquement prêts à construire des relations avec l'ancienne métropole sur un pied d'égalité. Paris en a profité pour signer des contrats à des conditions prédatrices pour l'Afrique. Le néocolonialisme. Malgré une indépendance sur le papier, les pays africains continuent d'enrichir l'Europe. Plusieurs mécanismes par lesquels les Occidentaux maintiennent l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, dans une situation d'indépendance économique. Réparation pour les dommages causés par l'esclavage, la colonisation et la colonisation, mais aussi par la France-Afrique et le néocolonialisme. Le franc a été mis sur pied depuis 1945, est une monnaie coloniale qui demeure une monnaie néocoloniale, parce que c'est un vestige du colonialisme français. Et de ce point de vue, si nous parlons donc de souveraineté économique de l'Afrique, il s'agit, comme on a dit tout à l'heure, dans le débat de préparation, de régler, de demander à ce qu'il y ait réparation pour les dommages causés par le système. La France a pris beaucoup de choses, de l'or, du diamant et récemment de l'uranium. Vous voyez, nous avons un gisement important de l'uranium à Bakouma et les Français se sont arrangés entre eux pour acheter cet uranium-là sans notre avis, parce qu'ils pensent que c'est leur ressource et ils l'ont acheté entre 2006 et 2008 à plusieurs millions d'euros. Et là maintenant, avec la nouvelle constitution, nous pensons que, comme dans la nouvelle constitution, il est écrit que toutes les ressources de la République centrafricaine sont les propriétés exclusives du peuple. Je pense que dans un avenir très prochain, on doit nationaliser tout ce que la France avait acheté à vil prix et acheté. Les multinationales occidentales font face à une vague de critiques en Afrique pour leurs pratiques prédatrices. Pillage des ressources naturelles, contrats opaques et exploitation éhontée des recherches du continent, souvent avec la complicité des élites locales. Le mécontentement des Africains à l'égard des activités des grandes entreprises françaises telles que Bolloré, Total Energy, Orano, Eramet et d'autres est lié aux conséquences économiques, environnementales, sociales et politiques de longue date de leurs opérations. La société française Eramet, par l'intermédiaire de sa filière GCO, exploite le zircon au Sénégal, détruisant les écosystèmes et déplaçant des villages entiers. La mine a détruit 80% de la production locale de légumes, privant ainsi la population de revenus. GCO a gagné 1106 milliards de francs CFA en 10 ans, mais n'a versé que 5% à l'État au titre des redevances. Les impacts sur le plan écologique, donc parmi ces impacts, nous pouvons déjà noter la pollution atmosphérique, la pollution des nappes phréatiques, car saviez-vous que les produits chimiques utilisés pour faire l'extraction du zircon pourraient s'infiltrer et polluer les
Nous pouvons aussi ajouter comme impact écologique, en quelque sorte, la déforestation, la dégradation de la biodiversité, mais aussi des terres agricoles, qui de surcroît a un impact sur le plan social, car rendant en quelque sorte vulnérable la population riveraine qui avait comme principale activité génératrice de revenus l'agriculture. Voilà. Donc nous pouvons ajouter sur les impacts sociaux les compensations inéquitables faites lors des délocalisations, mais aussi surtout l'insatisfaction de la population par rapport à leur qualité de vie. La destruction de l'environnement sénégalais est-elle à la hauteur des bénéfices que l'État en retire? Les experts concluent que les activités des ramènes ne profitent qu'à l'économie française tout en détruisant le paysage naturel unique du Sénégal. Depuis plus de 50 ans, la société française Orano, ex-Areva, détenue à 90% par la France, exploite l'uranium au Niger et occupe le 7e rang mondial en termes de réserve de son État. Durant cette période, environ 150 000 tonnes d'uranium ont été extraites des mines du Somaïr et de Cominac. Rien qu'en 2022, la Somaïr a fourni 20% des importations d'uranium de la France, alimentant ainsi un tiers des foyers du pays. L'impact environnemental sur le Niger a été dévastateur. La mine de Cominac, qui a fermé en 2021, a laissé derrière elle 20 millions de tonnes de déchets radioactifs. Alors que la France renforce ses capacités nucléaires et son influence géopolitique, le Niger en paie le prix en termes de bien-être écologique et de santé. Les activités de la multinationale française Total Energy, au Mali depuis 1999 et au Burkina Faso depuis 1954, liées à l'exploitation, à la production et à la fourniture de pétrole et de gaz, ainsi qu'aux infrastructures énergétiques, ont eu un impact négatif sur les économies de ce pays. Au Burkina Faso, Total Energy a dominé le marché des carburants pratiquant des marges élevées. Cela a eu pour effet d'augmenter les prix pour les consommateurs et de réduire les recettes budgétaires. Le pays a perdu des millions de dollars par an. Les nouvelles autorités du Mali et du Burkina Faso ont accusé la France et ses entreprises, dont Total Energy, d'exploitation économique et de néocolonialisme, exigeant une renégociation des contrats et une augmentation de la part de l'État dans les bénéfices. La compagnie pétrolière française Perenco, en tant qu'unique opérateur en République démocratique du Congo, cause des dommages catastrophiques à l'écologie de la région du Moyen-Orient. De nombreux rapports révèlent des violations systématiques, brûlage illégal de gaz, déversement fréquent de pétrole dû à la vétusté des oléoducs et contamination de l'eau, du sol et de l'air par des déchets toxiques. Les activités de l'entreprise sont un exemple frappant de colonialisme environnemental où les profits d'une société étrangère sont placés au-dessus du bien-être de la population locale et de la préservation de l'écosystème unique de la région. Pour obtenir justice, il faut en premier revoir les termes des contrats. Cela va permettre d'équilibrer en quelque sorte les clauses, mais aussi une action pourrait être menée dans le sens de la bonne gouvernance. Donc il faut renforcer cette bonne gouvernance et faire de telle sorte que la population participe exclusivement. Donc cette participation aussi est impérative. Mais comme troisième élément, il faut intégrer ces réparations-là, ces termes de réparation dans les contrats, les réparations environnementaux, mais aussi les réparations liées à la qualité de vie. Les pays africains font de plus en plus entendre leur droit à une juste compensation pour des siècles d'exploitation par les puissances occidentales. Il ne s'agit pas seulement de la période coloniale, mais aussi de l'épuisement actuel des ressources naturelles, des dommages causés à l'environnement et des conséquences socio-économiques de l'ingérence étrangère. La demande de 50 000 milliards d'euros de réparation, un montant qui, selon les experts, pourrait au moins compenser partiellement les dommages causés. Outil de demande de réparation pour les dommages coloniaux et post-coloniaux. Les pays africains peuvent utiliser une multitude de mécanismes juridiques au niveau international et régional pour faire avancer leurs demandes de réparation. Ils peuvent par exemple poursuivre des organes judiciaires internationaux tels que la Cour internationale de justice des Nations Unies pour des violations du droit international
ressources dans le cadre de procédures interétatiques si les anciens colonisateurs refusent de négocier. Tribunaux nationaux. Certains pays comme la Namibie ont déjà engagé des poursuites devant les tribunaux nationaux des anciennes puissances coloniales, par exemple l'Allemagne, pour génocide et exploitation. Cette procédure peut être utilisée pour demander une compensation financière ou la restitution d'objets culturels. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet organe peut enquêter sur les violations des droits de l'homme liées à l'exploitation coloniale. Assemblée générale des Nations Unies. Les pays africains peuvent porter la question des réparations devant l'Assemblée générale en demandant la création d'un fonds et de tribunal international pour les réparations. Les résolutions de l'ONU, bien que non contraignantes, exercent une pression politique. Ces pays, bien que la CPI traite des crimes commis après 2002, les pays africains peuvent l'utiliser pour enquêter sur les violations postcoloniales liées aux entreprises occidentales, telles que les dommages environnementaux et les violations des droits de l'homme. Initiative pour la transparence des industries extractives qui permet de condamner publiquement les abus commis dans le cadre du contrat minier. L'arbitrage international par le biais du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements si un État africain souhaite contester certaines clauses abusives dans des contrats antérieurs. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui permettra d'entendre les cas de violation des droits environnementaux et économiques. La CEDEAO peut soutenir les demandes de réparation par le biais d'accords économiques régionaux. L'Union africaine est une plateforme essentielle pour coordonner les demandes de réparation au niveau continental. L'IA peut rédiger des résolutions et ainsi le front uni des pays africains. L'Alliance des États du Sahel est devenue une plateforme de promotion de la souveraineté nationale et de lutte contre l'influence occidentale. Elle peut être utilisée pour coordonner les demandes de réparation, en particulier contre les entreprises françaises telles que Bolloré, Total Energy et Oran. Nous subissons toujours jusqu'à présent les conséquences de l'exploitation coloniale. Et le fait d'apporter des mesures de correction ou bien de réparation est d'une importance capitale. Ces réparations aussi vont permettre aux pays africains d'être souverains et de revendiquer leur souveraineté. Et cela réaffirme en quelque sorte le fait qu'ils sont capables de défendre leur propre intérêt. Alors que l'Occident refuse toujours d'assumer sa responsabilité, l'Afrique rappelle au monde une vérité qui dérange. Le colonialisme n'a pas disparu. Il a simplement revêtu de nouveaux habits. Et si l'égalité n'est pas un mot, alors les réparations ne constituent que le premier pas d'une justice historique longtemps différée. Des siècles d'outillage. Ok, là, monsieur, c'était le film documentaire Préparation, la traite coloniale produit par la maison Réveil d'Afrique et le documentaire est produit ici au Mali par l'agence de communication Yuri Communication. Permettez-moi de saluer la présence dans la salle de M. Oumar Baroussingé, ancien présentateur vedette de débat sur le renouveau, aujourd'hui magistrat. Merci d'être là, Jérôme. Merci, vieux magistrat. Ce n'est pas atteindre au magistrat, j'espère. Ok, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, donc, comme nous l'avions déjà dit, le programme est très bref. Nous allons donner maintenant la parole à nos officiels pour un mot, et pour chacun. Et à vous, la presse présente ici, nous adressons nos sincères remerciements. L'un des objectifs majeurs de cette avant-première, c'est de pouvoir communiquer sur le créneau de diffusion du documentaire sur l'ORTM et sur Africable. Donc nous avons pu arranger une sorte d'improvisation entre les deux chaînes le mercredi prochain. Le mercredi prochain, entre 21h30 et 21h45, le documentaire sera diffusé à la fois simultanément sur l'ORTM et sur Africable Télévision. Encore à la presse, ça c'est votre message. Le mercredi prochain, la diffusion du documentaire sur l'ORTM et sur Africable Télévision entre 21h30 et 21h45. Merci donc. Alors, chers officiels,
Merci une fois de plus d'être là. Donc je vais commencer dans l'ordre inverse de la présentation. Donc du coup, je vais commencer par le Benjamin du président, M. Fousseni Maïga, grand cinéaste qui a raflé Grand Prix sur le FESCAPO. Je vous demande de l'applaudir Fousseni Maïga pour son. Merci. Merci, cher René. Chers membres du CNT, honorables, chers doyens, je vais dire chers doyens avec S, parce que j'en ai plein dans cette salle. Je prends la parole avec votre bénédiction pour adresser à cette cérémonie les mots de félicitations du ministre Mahmoud Affé, ministre en charge de la culture. Et je pense que j'ai regardé ce film avec un double regard. Le regard du ministre que je représente à cette tribune, mais aussi le regard du cinéaste. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique au Mali, année de la culture. Le ministre vient à l'instant de faire une conférence de presse où il a fait le bilan des activités réalisées. Et je pense que année de la culture, avoir des films, parce que le film est d'abord une politique culturelle qui pose le débat sur les problèmes de l'Afrique, est un beau geste qui nous permet toujours, à travers la culture, d'interroger notre passé, mais aussi d'apporter des réponses endogènes aux problèmes structurels que nous connaissons. Et je pense que c'est un très bon film. C'est un film qui nous amène à réfléchir. C'est un film qui nous permet de comprendre des choses, mais c'est aussi un film qui ouvre des perspectives de réflexion sur cette thématique assez importante. Donc je voudrais, au nom de M. le ministre, féliciter le réalisateur et toute l'équipe de production pour ce travail, mais aussi remercier tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui au CICB pour cette avant-première. Et en tant que cinéaste, je pense que nous pouvons être fiers du travail qui a été fait. Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui au cinéma africain, c'est de n'avoir pas été le plus souvent au rendez-vous de l'histoire. Vous avez certainement remarqué que nos histoires africaines sont le plus souvent racontées par d'autres personnes. Les films sur l'Afrique sont le plus souvent racontés par d'autres personnes. Certainement parce que ces personnes ont souvent plus de moyens que les producteurs africains. Mais avoir un film où nous essayons nous-mêmes de prendre le débat, où nous apportons notre propre narratif, est un bel exercice qu'il faut encourager. Et sur le plan personnel, j'ai beaucoup parlé et j'espère que ce film pourra être diffusé dans les universités, auprès des jeunes, au-delà de la télévision, pour susciter un véritable débat. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous remercie. Merci, M. Fousseni Maïga. Il vous l'a dit, il est cinéaste. Il représente le ministre de la Culture. Mesdames, Messieurs, nous allons appeler maintenant M. Ahmed Salif Kamara, présent ici à sa qualité de traditionnaliste, pour que nous puissions entendre ce qu'il a à dire sur la traite, sur la colonisation, mais aussi et surtout sur la demande de réparation qui inonde le continent aujourd'hui sur le plan intellectuel et culturel. Merci beaucoup. On est où là? Mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui parce que ce film documentaire, je l'ai apprécié de plus parce que c'est fait par un Sénégalais. Si c'était un Malien ou un Burkinabé ou un Nigérien, on aurait dit encore aujourd'hui que c'est l'AES qui est en train de se rebeller. L'Afrique a vraiment subi quelque chose qui l'a transformé et définitivement. Ce film documentaire, aujourd'hui, réveille la mémoire et interpelle les consciences. Il est important pour nous de se poser la bonne question aujourd'hui. La colonisation, la réparation. J'apprécie le titre. Mais est-ce que réellement la colonisation peut réparer le préjudice causé à l'Afrique? Surtout pour nous qui sommes foncièrement versés dans les traditions,
nous disons qu'il n'y a aucune réparation matérielle qui peut aujourd'hui payer ce que la colonisation a causé à notre continent et à notre peuple. Rien, ce n'est pas des millions. Même si, dans le cadre du Mali, même si aujourd'hui on arrivait à posséder la France, que la France devienne une partie du Mali ou une propriété du Mali, ça ne pourra jamais réparer le préjudice causé à notre peuple. On est venu, on a piétiné notre identité. On a méprisé nos valeurs et notre culture. Et on est devenu autre chose. On nous a vendu le diable. Qu'est-ce qui peut réparer cela? Rien. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Mais ce qui est important, c'est comme je l'ai dit, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés pour que nous puissions nous réinventer aujourd'hui. Il nous faut réinventer notre identité parce que nous ne serons plus l'Africain d'hier, l'Africain précolonial. Ça, nous ne pouvons plus le retrouver. Mais il faudrait que nous puissions créer ce nouvel Africain qui va être lui-même, mais qui va aussi se rappeler de ces périodes coloniales qui ont détruit toutes nos valeurs, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont transformé notre culture et qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question, qui sommes-nous véritablement? On y joint, on y mounier, on borami, on vitami. Et ces questions méritent vraiment d'être débattues pour que nous puissions désormais nous réinventer et que nos enfants puissent être les Africains et que nous soyons fiers. Je remercie particulièrement Yuri Communication pour cette initiative et saluer l'initiative des autorités qui ont fait de cette année l'année de la culture. Un homme sans culture, vraiment, n'existe pas. On est devient, comme on dit, il qui fait un vrai dire. Ni en bas fait, en cas tagné, fanka don, en y joint, en cas y redon. Mais ni a fodo et puis y redon, ne nido, nga ni y redon. Et c'est ce qui est réglé. Ni y redon, et c'est ce qui est récroché. Donc, fanka y redon, en y joint, en borami, en y mouillé, en bifekake mouillé, en vitami. Donc, ce film documentaire nous interpelle. Et nous devons tous aujourd'hui mobiliser pour des initiatives de ce genre, mais surtout pour lancer la réflexion et le débat sur l'identité africaine. Anga kauni nana, kaketo kauni, kake nasara kauni. Fembe fenambulo, ni ya traduit, ni ya abayema, to unana kana fo ukakana ka imala ka gelnere maka valer bwa fendo bambulo ka boni fembe ga uyoke kulonge fen oui sanguya on va sanguya ou cousinage à plaisanterie le ni ne do sanguya te cousinage sanguya te plaisanterie sanguya damede sanguya ko no tarade sinanguya ye ko glanyola di sinanguya ye kankani nga ko cousinage à plaisanterie amaye ou mon c'est ko bon on va kanabi on jombe son abi nous-mêmes on accepte et on le dit nos autorités nos responsables le disent que sinanguya ye cousinage à plaisanterie ni quand faut quand wala kuma quand faut quand wala ya abwakana. Donc, on a un don, on a un gland, on a un oui, communication, on y on a un kewali là, on a un béanoir, tchamama, on y on a un couple majola. Salam. Merci, monsieur Ahmed Salif Kamara. Alors, monsieur, nous allons appeler le doyen Doda Nama Tekete, journaliste, écrivain, traditionnaliste également. Et nous avons eu la chance de le voir dans ce documentaire-là. Monsieur Tekete, pour un mot, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît.
jama nula tena la ala kan siyara la donc ne ka kuma n bɛna fɔ kan filaw la n'aw jɛra n'a ye an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ ko dugubila ka fisa ni ladala wuli ye n y'o fɔ ka da mun kan wele bilala n ma Robert fɛ ko n kana kula in ma min kan ka kɛ a y'a cogo f'u ye donc o kosɔn n ka foli kun fɔlɔ n b'a ɲɛsin ale ma k'a waleɲuman dɔn. Et si je traduis de façon prosaïque, cet adage vient de chez nous qui dit que Bounyame Bounyama Sédibé, je le dirais, chez nous au Mali, notre respect et notre considération échouent à ceux qui nous envouent autant. Robert Inibradi, il veut pas maintenant à la Katafona Dima. Dans la Kafo, qui tourne Israël, n'est connu, c'est qu'à mi-fournier de toile. Ni ye wele fɛn fɛn na su fara tile kan ni bɛ fɛn fɛn na an b'a bila ka na ka ɲɛsin ma k'i dɛmɛ ka baara kɛ i n'o waleɲuman ka donc après ces propos liminaires introductifs, je dirais quand on parle de colonisation et de réparation, il faudrait que nous rappelions certains faits. La colonisation n'est pas seulement lorsque l'Europe est venue imposer son mode de vie au nom de ses intérêts à tout un continent. Mais le processus de la colonisation remonte beaucoup plus loin. C'est depuis les traites négrières. C'était une première étape vers la colonisation. Et cette traite négrière, on ne le dit pas souvent, elle a été d'abord et surtout faite par les Arabes. Et ces Arabes, la traite négrière arabe a porté plus de préjudice au continent africain que même la traite transatlantique. Les faits sont là qui l'attestent. Je renvoie pour ce fait à deux ouvrages parmi les plus éloquents. Celui de Salah Travelsi, qui est un professeur d'histoire et de civilisation des pays arabes musulmans à l'université de Lyon 2. Et cet ouvrage est intitulé Le genre de l'esclavage. Et ensuite aussi l'œuvre de Cheikh Tidiane Ndiaye, un Sénégalais, Le génocide voilé. Et ces deux ouvrages ont éloquemment décrit tous les torts que les Arabes ont causés au continent africain. Je fais une différence entre les Arabes et la religion musulmane. En cas au Kodji en entier. Qu'est-ce que cette traite d'abord a causé à l'Afrique? Mon cadet l'a dit. Ils ont violé nos consciences. Ils nous ont travestis. Ils nous ont fait croire que il n'y a de religion que les religions qui nous ont été importées, alors que bien avant leur arrivée, nous avions ces principes religieux chez nous. 80 millions de Noirs ont été déportés par les Arabes, dont 17 millions qui sont arrivés vivants dans les pays arabes. Et pire, ces 17 millions, beaucoup ont été castrés pour ne pas faire d'enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu regardes la plupart des pays arabes, il n'y a pas tellement de Noirs. Parce qu'ils ont été castrés pour qu'ils ne puissent pas faire d'enfants. Alors vous voyez. Maintenant, la traite transatlantique en a fait autant, mais moins en tout cas moins que ce que les Arabes ont causé. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je tiens quand même à rappeler que quand on parle de colonisation et de réparation, il faudrait d'abord que nous sachions qu'est-ce qui nous a été causé comme tort. Je le rappellerai pour cela quelques faits. Entre 1904 et 1908, dans l'histoire de l'humanité, les premiers cas de camps de concentration ont été réalisés en Afrique, avant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Donc, dans cet intervalle de temps, de 1904 à 1908, 80% des héros et 50% des Nama, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, ont été exterminés par les Allemands. Ils ont créé des camps de concentration pour cela. Ce n'est pas souvent dit. Et quand on voit au-delà de tout ça aussi, si je parle de mon pays, les deux guerres mondiales,
selon les chiffres de Bakary Tamian, 80 000 Maliens ont été mobilisés par la France au nom des intérêts de la France. Et les 3 quarts y ont disparu. Ils sont morts, ils sont pas revenus. Voilà les choses qu'il faut faire connaître pour que nous sachions qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Violer la conscience, cela se fait par rapport à des gens qui sont vivants. Mais et ceux qui sont morts? Mon collègue Khalil a dit, il n'y a pas de réparation matérielle possible pour le continent africain, au regard de tout ce que nous avons subi. Même aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se faire. Je rappelle quelques faits historiques. Quand en 1980, à Lagos, les pays africains ont adopté la politique minière commune. Qu'est-ce que les Européens ont dit? Ils disent que l'Afrique est en train de déclarer la guerre à l'Europe. Parce que nous avons voulu adopter une politique minière commune pour notre industrialisation. Et je renvoie pour cela au discours, à l'intervention qui a été faite en 1987 par le chancelier Helmut Kohl. Il dit qu'il n'est pas question de laisser l'Afrique s'industrialiser. Parce que l'Europe a été surprise par l'Asie et qu'ils n'ont pas été vigilants aujourd'hui, que l'Asie est en train de concurrencer dans le domaine industriel l'Europe. Mais que pour l'Afrique, ils feront tout pour que cela ne soit pas. Ça, c'était en 1987. Ensuite, en 2003, au niveau de la CEDEAO, il a été décidé de réfléchir, de mener la réflexion pour créer une monnaie au niveau du continent ouest africain. Ça, c'était en 2003. En 2005, des experts dans le domaine de la politique monétaire qui étaient arrivés à Abuja pour ensuite aller, et plutôt à Lagos, pour aller à Abuja et approfondir la réflexion sur la politique monétaire ouest-africaine. En 2005, donc, cet avion a fait crash, l'avion qui transportait ces experts-là. Et dans cet accident, il y avait un général malien, Cheikh Jarrah, qui est décédé. Donc, ce crime continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, en 2009, les Africains ont relancé le plan d'industrialisation, enfin, au nom de la politique minière commune qui avait été lancée en 1980 à Lagos. Donc, en 2009, ils ont décidé d'aller dans ce sens-là. Et c'est en cette même période qu'ils ont voulu encore revenir au goût du jour sur la monnaie ouest-africaine. Kadhafi a profité de cela, de la mobilisation des pays au niveau de la CEDEAO. Il a dit, bon oui, lui, finalement, il va proposer à la CEDEAO, au lieu que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de tout le continent africain. Et en 2011, on l'a tué. Vous voyez, Oumafra, non. Mais pour que tout cela ne soit que des tristes souvenirs, il faudrait qu'un gagne Kael. Mon Khalil l'a dit tout à l'heure. Si nous ne savons pas qui nous situons, comment voulons-nous revendiquer qu'on nous répare? Donc la première des réparations, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous réparer, savoir qui nous étions dans le temps, qui nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Aussi longtemps que nous n'allons pas mener la réflexion à ce niveau-là par rapport à la problématique très bien exposée dans le documentaire, nous n'arriverons à aucun résultat positif. Merci. Merci, monsieur Dabda Nama Kété. Mesdames, Messieurs, nous allons aller au CNT, retrouver la commission culture et éducation, représentée aujourd'hui par M. Salah Maïga, que je vous demande d'applaudir très très fort. Voilà, en sa qualité de membre du CNT, il nous dira ce qu'il pense du documentaire, mais aussi de la problématique exposée. Honorable. Merci, M. Dissa, honorable vice-président de la commission de défense du CNT, doyen Tekete, traditionnaliste M. Kamara, et cher frère Husseini Maïga, directeur du CNCN. C'est pour moi un honneur cet après-midi d'avoir eu cette immense chance de regarder ce film documentaire qui retrace tout ce que nous avons vécu dans notre chair. Quand je dis dans notre chair, parce que nos arrière-grands-parents l'ont vécu dans leur chair.
Ce film donne la lecture que, aujourd'hui plus que jamais, nous devrons, en tant que citoyens maliens, en tant que citoyens africains, à avoir cette conscience que nous avons encore du chemin partant de voir ce qui vient de se projeter ici. Parce que au-delà de regarder ce que nous venons de voir, je pense que ça interpelle chacun de nous. Et ce film, comme Hussein l'a dit dans son intervention, ça mérite d'être largement vu par les universitaires. Ça mérite d'être largement vu dans le vœu de campagne. Ça mérite d'être vu par tous les citoyens et concitoyens africains du continent et de la diaspora. Aujourd'hui, je pense que nous avons commencé, que ce soit dans nos États, que ce soit au niveau de nos citoyens, que ce soit au niveau de nos gouvernants, à prendre conscience qu'il est temps que nous ne souffrons plus de ce que nous avons été causés par les colonialistes. Parce qu'aujourd'hui, il existe sous une autre forme, en réalité. Et il se bat autant qu'on se bat pour être indépendant, pour encore nous maintenir dans une domination, mais aussi pour encore continuer à être ce qui dicte ce qui se disent dans le monde. Parce que le monde, par direction, c'est 8 pays souvent élargi à 20 pays, qui décident de l'ordre mondial, qui décident de ce qui se fait en Afrique, de ce qui se fait en Asie, voilà, de ce qui se fait ailleurs. Et nous autres, ils nous entraînent dans cette direction-là. Aujourd'hui, je pense que nous, les États de l'AES et d'autres pays de l'Afrique, quand même, ont commencé à dire non, que le chemin que nous tracerons pour nos peuples, c'est nous qui le définirons. Et ce film nous retrace cela. Je voudrais aussi ajouter, en donnant un exemple sur notre système éducatif, le doyen Tekete en a parlé, il ne veut pas que nos États se industrialisent, parce que nous avons toutes les matières pour être des puissances. Il suffit juste qu'on travaille avec nos deux mains, avec notre intelligence, et à faire nos États des États forts. Dans notre système éducatif, on nous oriente plus vers le SPA, vers le secteur public à caractère administratif, c'est-à-dire à tête de bureaucrates, à tête de tout ce que vous connaissez, et on nous désoriente du SPIC, on nous désoriente du secteur privé à caractère industriel et commercial, qui ont développé l'Europe, qui ont développé l'Asie et l'Amérique. Et aujourd'hui, il est temps, nous n'avons pas certes tous les moyens aujourd'hui d'industrialiser tout ce que nous avons comme matière minérale et tout ce que nous avons comme, tout ce que nous avons comme dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture et dans tous les domaines de la vie. Mais je pense que ça doit commencer maintenant et nous devons être des pays industrialisés pour être des puissances. Aujourd'hui, les pays qui ont de l'industrie sont des pays qui sont en paix. Donc, je voudrais quand même, ça sera très difficile d'ajouter plus que ce que les autres ont dit ici, mais je voudrais quand même appeler chacun de nous à être acteur d'avoir le courage de dire où il soit, parce que la voix d'une personne peut être la voix d'un peuple à changer quelque chose, tout comme la voix d'une personne peut être la voix de changer une société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Honorable Salah Maïga, membre de la Commission Culture et Éducation du Conseil national de la transition. Mesdames, Messieurs, c'est encore le lieu pour moi de vous rappeler le créneau de diffusion du documentaire. C'est prévu pour le mercredi prochain, entre 21h30 et 21h45, à la fois sur leur thème et sur Africable Télévision. Merci infiniment d'être là. Nous allons maintenant donner la parole à l'honorable Fousseinou Ouattara, vice-président de la commission défense du CNT, pour le mot de la fin. Honorable, je vous demande de l'applaudir. Merci bien, M. Dissa. Bonsoir tout le monde. Je salue toutes mes connaissances qui sont là, les experts que je vois. Je
salue mon grand frère Tekete et le traditionnaliste M. Kamara, mon homonyme, que je félicite pour tous les trophées qu'il a eu à lever au FESPACO, et honorable Salah Maïga, bonsoir à tous les mois. Donc, je remercie vraiment Yuru Communication de nous avoir donné encore l'occasion de revenir sur le sujet de la dette coloniale. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'on ne peut pas mieux dire que les traditionnalistes, et mon grand frère qui était passé, M. Kamara aussi, parce que tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, ils les ont déjà dit. Et ce que je veux qu'on retienne seulement, cette dette coloniale-là est quelque chose qui est réel, qui a existé. Si on parle de dette, si je veux parler un peu en économie, il faut savoir qu'il y a une dette à une charge, une dette à un service. Si aujourd'hui, on veut que la France nous retourne tout ce qu'elle nous doit, ce serait problématique. Mais ce qui m'a frappé, c'est surtout le documentaire qu'on nous a montré. Ce documentaire est emblématique du fait que ce que déjà mon homonyme a eu à dire, avant nous étions les sujets. On parlait de nous sans notre avis, on traitait de nous, et le monde entier savait de l'Afrique, voyait de l'Afrique à travers les regards de notre ancien colonisateur. Aujourd'hui, je suis content que nous-mêmes nous soyons des auteurs et que c'est nous-mêmes qui commencions à raconter ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, et que nous-mêmes nous commençons à parler aussi du futur. Donc c'est ce futur-là que je vais attirer l'attention de tout un chacun. Pour qu'on ne retombe plus dans ce passé douloureux, il faut que ce futur, nous l'apprenions et que nous soyons les acteurs de notre propre destin. Il faut que nous nous mettions à tout faire pour développer notre pays, que nous puissions nous approprier de nos biens, les développer, les valoriser, créer de la plus-value et être des acteurs sur le marché international. Que nous ne soyons plus des sujets, mais que nous devenions nous-mêmes des acteurs. Si on ne se met pas à la tâche aujourd'hui et que notre destin sera toujours décidé par autrui, nous allons toujours, peut-être nos enfants, nos petits-enfants aussi vont organiser de tels forums pour parler comment on a été colonisé et comment on a été abusé. Donc je souhaite que nous prenions tous conscience du défi qui nous attend et que aujourd'hui Dieu a donné la chance à l'Afrique que des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tracé un chemin, ont montré une voie qui est une voie de la souveraineté, une voie du progrès, une voie du développement. Et ces trois pays sont prêts à assumer les conséquences. Et vous voyez que, comment dire, je ne vais pas dire de gros mots, mais les carnivores, les vautours sont aux alentours. Donc il ne faut pas que nous tombions. Si nous tombions, ils vont se jeter sur nous. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Comme j'ai dit, le tout a été déjà dit. Je remercie encore une fois Robert Dissa de nous avoir invités et que les Européens sachent que nous avons la mémoire, la dette coloniale, même si on ne va pas nous rembourser, mais nous avons la mémoire. Merci. Merci, honorable Fousseinou Maïga et honorable Fousseinou Ouattara. Au même moment que je regardais Fousseinou Maïga, donc merci, honorable Fousseinou Ouattara, merci énormément. Merci pour ces mots de la fin. Chers officiels, merci pour votre présence. Vous, leaders associatifs présents, merci infiniment.
vous, directeurs de publication, merci. Vous, journalistes, merci. Merci donc à toutes et à tous. Et dans vos communications sur l'activité, une seule date, mercredi prochain, entre 21h30 et 21h45, la diffusion du documentaire en question sur l'ORTM et sur Africable Télévision. Merci donc à toutes et à tous et à la prochaine.